Ça dépend de l'interprétation qu'on a des droits de l'enfant. Est-ce qu'on a une vision restrictive des choses ou une vision extensive? J'opte plutôt pour une vision extensive des choses. Et d'ailleurs, il y a un public qui va bien au-delà de la majorité. C'est les jeunes, par exemple, qui sortent du système, qui prennent leur autonomie. Est-ce qu'à 21 ans, est-ce qu'à 18 ans, est-ce qu'à 19 ans, on est encore un enfant ou un adulte lorsqu'on a un parcours compliqué? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc moi, j'ai plutôt une vision extensive des choses. On a très difficile au réseau, et moi-même j'ai très difficile avec l'appellation pauvreté infantile. Les gens qui sont concernés, d'ailleurs les parents qui sont concernés par la vie dans le trop peu de tout, la conflictualité avec les institutions, le fait de chercher à faire le mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants, mais c'est le mieux qu'on peut avec ce dont on dispose, etc., n'apprécient pas l'appellation pauvreté infantile parce que se plaque comme ça sur eux une espèce de réalité imaginée par ceux qui ne savent pas nécessairement de quoi on parle quand on parle de la réalité, de faire tout ce qu'on peut pour ses enfants alors qu'on n'a pas les moyens, que ce serait le milieu qui produirait de la pauvreté infantile, qui aurait quelque chose qui soit de cet ordre-là. Et donc non, c'est une appellation nous qu'on dénonce souvent. On demande aux acteurs de citer les choses autrement, de parler de la pauvreté des familles avec les conséquences que ça peut avoir en effet sur les enfants, du fait que la société elle-même ne construit pas les conditions nécessairement pour que le milieu familial soit doté de ce qui est nécessaire pour faire le mieux possible, mais avec plus, alors, et donc faire ce qui serait satisfaisant pour les enfants, pour les parents et pour la société. Donc c'est une vue réductrice, terriblement réductrice, et avec un risque de stigmatisation accrue. Et malheureusement, ce terme pauvreté infantile est facilement colporté dans un peu toutes les politiques publiques, du niveau européen au niveau local, etc. Alors je ne dis pas qu'il y a une mauvaise intention là-dessus, mais il y a une nécessité de corriger le tir par rapport à ça. Et il y a aussi le danger parfois d'avoir l'air un peu d'être une appellation séductrice de la réduction de la pauvreté. Parce qu'on ne règle pas la pauvreté en s'intéressant uniquement à l'enfant lui-même et sans s'intéresser à sa famille et au milieu sociétal qui doit bouger pour donner du droit à toutes les familles et pas à certaines plutôt qu'à d'autres. La pauvreté infantile, c'est un mauvais concept. Il n'y a pas d'enfants pauvres, il y a des enfants qui vivent dans des familles pauvres. Et si on veut agir sur cette variable, on doit avoir une vraie réflexion sur l'ensemble de la problématique, et notamment sur le statut administratif des parents en particulier. Alors, c'est rappeler des évidences, mais il faut le faire. Et souvent, d'ailleurs, je commence mes interventions parce que ça ne fait pas l'unanimité. Je dis attention, la pauvreté, ce n'est pas une identité en soi. J'entends encore trop souvent des discours de personnes. J'ai eu le cas avec un directeur d'institution il y a 2 semaines qui me disait il y a toujours eu des pauvres, il y aura toujours des pauvres. Et finalement, il concevait son métier comme voilà, on essaye de sauver ce qu'il peut, mais il n'y avait pas cette vision de vouloir changer l'environnement social, de vouloir agir sur les institutions et de se dire que c'est une identité par défaut. Donc c'est important de rappeler des concepts comme ça. Il n'y a pas d'enfants pauvres, ça n'existe pas. Il y a des enfants qui vivent dans des familles pauvres. Et donc ton analyse est tout à fait pertinente. En effet, il peut y avoir des défaillances de ce type-là dans la vie des gens, mais il y a des tas de gens qui mobilisent d'abord énormément de compétences au quotidien pour dépasser les obstacles malgré les épreuves qu'ils rencontrent, pour des questions de pauvreté notamment, et pour des questions d'incompréhension de la société vis-à-vis d'eux qui les pensent disqualifiés, pour faire le mieux qu'ils peuvent par rapport à leurs enfants. Et donc ça, c'est une première reconnaissance qu'il y a besoin de leur accorder, je pense, et on le pense au réseau, parce que lorsqu'on n'accorde pas ce regard constructif sur toutes les potentialités des parents, mais qui sont entravées par ces épreuves matérielles, de confrontation au droit administratif, au statut, à tout ce qu'on veut, etc., quand on n'accorde pas ce regard-là, on entraîne que l'autodisqualification se met en œuvre chez les parents eux-mêmes, et alors avec une spirale de perte de force, de perte de confiance en soi. Maintenant, il est clair que la pauvreté use les gens,
que la pauvreté, et quand elle dure, quand elle est durable, quand on vit comme ça dans des années, pendant des années, ben ça fragilise, ça fatigue, ça angoisse, ça fait perdre de la connaissance, parce qu'on est obligé de mobiliser sa connaissance pour de l'absolument nécessaire au quotidien. Ça réduit la sphère relationnelle à l'extérieur de sa vie, donc on sait que ça veut dire que ça réduit le fait d'être confronté à des savoirs différents, à des gens qui ont des modes de vie différents, etc. Et donc j'ai envie de dire ça ratatine le possible. Et donc oui, il y a des gens parfois qui peuvent s'user au point d'entrer dans une perte trop importante d'énergie, de possible encore avec leurs enfants, et où là, ils doivent en effet avoir recours à un accompagnement, mais l'accompagnement doit bien comprendre les causes qui sont à l'origine, les potentiels qui ont été éteints, ceux qui sont réactivés, pour ne pas mal évaluer les raisons pour lesquelles les parents sont dans cette difficulté-là, et au contraire, donc agir aussi sur les droits, sur l'organisation de la société, sur ce qui fait les ressources qui doivent permettre à la personne de se renourrir, aux parents, au père, à la mère, à la famille monoparentale, enfin n'importe, la famille recomposée, de se renourrir de tout ce qui est possible pour reprendre sa force légitime d'être pleinement le parent. Et puis, c'est vrai aussi qu'il peut y avoir dans le champ de la pauvreté, en tout cas nous on le constate au réseau, des familles où il y a d'autres types de défaillances qui existent aussi dans d'autres ménages qui ne sont pas nécessairement dans la pauvreté, et là où il va falloir peut-être de l'accompagnement plus spécialisé. Ça existe, mais ça n'existe pas dans la grande quantité, exactement comme dans le champ, je veux dire, de l'accompagnement des familles en général, tout revenu confondu. Ça n'existe pas nécessairement dans la grande quantité. Je trouve que la première chose à faire, c'est partir du principe que les gens ont des compétences. C'est aussi respecter leur choix éducatif. Souvent, on est son propre référent et on analyse le monde en fonction de son histoire et de son vécu. Être parent, par exemple, c'est un savoir-être, c'est pas un savoir-faire. C'est un savoir-être. Et je suis, moi, à titre personnel, très offusqué lorsque j'entends certains mandataires politiques qui disent qu'il faut un permis pour être parent. Hein, on a entendu ça dernièrement dans la presse. Et je vois aussi le travers qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que, généralement, le regard qu'on pose est un regard des classes moyennes supérieures sur la manière d'éduquer les enfants, avec presque comme s'il y avait un enseignement monolithique pour être un bon parent. Et le grand risque, à terme, c'est d'arriver à de l'eugénisme social. C'est-à-dire qu'on considère que les enfants pauvres doivent être pris en charge par une espèce d'élite un peu éclairée qui pourrait les accompagner, leur offrir un meilleur avenir. Ça, c'est la première chose. Alors c'est vrai que moi, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de familles. Alors j'ai entendu souvent les familles toxiques, je l'ai encore entendu la semaine passée, donc c'est un vocabulaire qui revient très souvent. Moi, je peux témoigner, par an, j'accompagnais environ 400 familles. J'ai rarement vu des parents mal aimants. J'ai rarement vu des parents qui en avaient complètement rien à foutre de leur môme. Ce que j'ai vu parfois des parents inadéquats. Et inadéquats par rapport aux difficultés que tu as exposées. C'est-à-dire qu'ils sont tellement noyés par leur quotidien qu'ils ont du mal à investir cette parentalité. Donc on a des demandes parfois qui sont disproportionnées. Je trouve qu'un des rôles des acteurs sociaux, c'est déjà d'absorber toutes ces exigences qu'on a à l'égard de ce public. Et j'aimerais parler aussi peut-être d'autres choses, parce qu'en tant que DGDE, effectivement, j'ai pas mal de plaintes. Généralement, lorsqu'on a des plaintes, il y a deux raisons. La première raison, c'est soit il y a un vide juridique, et on est dans un cas de figure qui est prévu par aucune base réglementaire et qui est discriminante. Ça, c'est la première catégorie de plaintes pour lesquelles je suis saisi. Et puis la deuxième catégorie, c'est des personnes qui se retrouvent en difficulté face à une institution. Et ils ne nous demandent pas de résoudre le problème, ils nous demandent de remettre l'institution et eux en résonance, de les remettre sur la même fréquence, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus par l'institution. Ils ont le sentiment que l'aide qu'ils ont été demandée, finalement, se retourne contre eux, et c'est une aide pénalisante. Et je suis surpris par ça, c'est-à-dire finalement par ce rôle de médiateur institutionnel. C'est-à-dire juste remettre les gens, et les gens viennent vers nous, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'expriment, parce qu'ils considèrent que
ce qu'on peut faire et peut-être plus. Ils n'ont pas envie de faire un recours administratif, ils n'ont pas envie de faire un recours judiciaire. Ils ont envie d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus humain et qui soit bienveillant en fait. Et c'est ça, c'est la bienveillance. Et malheureusement, aujourd'hui, on a certaines institutions qui, parce qu'elles sont elles-mêmes en souffrance, créent énormément de souffrance et de maltraitance. Il y a eu un héritage du passé aussi. Je veux dire, l'aide sociale de manière générale en Belgique vient de la charité chrétienne et on est aussi dépendant de ces structures-là qui ont continué à être pérennisées, qui ont évolué dans leur mode de pensée, qui sont beaucoup plus ouvertes, qui sont pluralistes, mais on a cet héritage. Moi, je suis convaincu déjà que la meilleure manière de fonctionner avec les jeunes et les familles, c'est de le faire sur base volontaire et de manière préventive. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'institutions qui font un travail de solidarité avec les familles. Je pense notamment au Petit Vélo Jaune à Bruxelles, qui a développé un réseau de personnes qui permettent de faire en sorte que les situations ne dégénèrent pas. Et tout ça se fait avec la libre adhésion du public. Et c'est fondamental d'investir massivement là-dedans. Les jeunes qui parlent de la question du placement, du passage par le placement dès la jeunesse ou pas, ceux qui y ont échappé, on va dire ça comme ça, puisqu'on en rencontre pour qui ça a fait partie des hypothèses et puis c'est pas ça qui s'est passé. Ils sont tiraillés entre deux choses, hein, souvent. C'est relativement fréquent qu'il y ait un peu un mix de propos qui portent sur la vie dans l'institution a permis des choses en termes notamment, par exemple, de confort, d'existence, de chaleur au sens de la température, hein, dans le bâtiment, de repas réguliers, de possibilités de partir en vacances, d'avoir un certain nombre de loisirs, etc., qui faisaient partie moins de leur environnement direct, éventuellement vivant en famille, lorsque le milieu familial a très peu de possibilités dans ces domaines-là. Alors en même temps, évidemment, il relie ça à toute la difficulté. Alors c'est variable suivant l'âge des jeunes, comment ils arrivent à formuler les choses, mais il relie ça quand même à la tension, par contre, par rapport à l'absence de parents, à ne pas être assez dans la relation, à ne plus parfois trop bien s'y retrouver sur ce qu'il faut investir le week-end, s'il y a des rencontres, hein, des retours réguliers en famille, etc. Ce qu'il faut investir dans l'institution, ce qui est mieux d'un côté, ce qui est mieux de l'autre, donc avec toutes les tensions affectives, le problème de loyauté par rapport à ses parents, par rapport à des frères et sœurs, quand l'un est placé par les autres, qu'est-ce que ça fait comme relation et tout ça. Et là, il parle quand même souvent d'un imbroglio assez tendu et de quelque chose en tout cas qui peut être plus ou moins travaillé suivant l'institution d'hébergement, l'équipe, le temps qu'elle a, etc. Dans une relation intense par rapport aux familles, aux parents, et où il y a quelque chose qui est plus ou moins lissé dans la relation entre les deux, et donc qui fait qu'ils n'absorbent pas cette tension de conflit de loyauté, etc., ou peu ou moins, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas peu ou moins, ou bien qu'ils arrivent à le transformer éventuellement en positif. Mais ceux qui parlent de ça, c'est là où l'institution considère le jeune ou l'enfant comme encore faisant partie à part entière de sa famille, et où l'institution travaille avec le milieu familial de façon régulière, en permanence, en investissant sur la certitude que le potentiel est là, en faisant des limites des familles, non pas un obstacle irrémédiable, hein, ou trop lourd à dépasser, mais une limite à réfléchir et à travailler, parfois d'ailleurs en la remettant dans son contexte des familles en général, hein, en disant comment ne pas accabler une limite d'une famille parce qu'à cause de pauvreté et de placement, alors que finalement ce genre de limite existe aussi dans d'autres familles. C'est fondamental d'avoir une politique préventive qui soit ambitieuse. Et j'aimerais peut-être revenir sur les propos, notamment au niveau de l'institution. Lorsqu'il y a une prise en charge dans un placement, bien entendu, parfois il y a des enfants qu'on doit placer. J'ai moi-même été une autorité mandante et parfois il faut protéger certaines maltraitances qui sont réelles et qui existent. Donc je ne suis pas dans l'angélisme, je dis juste que
pendant ce travail institutionnel, il ne faut pas oublier les parents, il faut continuer à travailler avec les parents. Et malheureusement, aujourd'hui, les normes d'encadrement des institutions ne permettent pas de faire ce travail avec les parents. Et donc, comme tu disais, il y a un travail qui se fait avec l'enfant, mais la famille est laissée sur le côté. Or, à un moment donné ou à un autre, il y aura un retour ou des contacts qu'il va falloir apprivoiser ou reconstruire. Et je trouve que ça, c'est un peu problématique. Donc sur les réponses préventives, bien entendu, et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Il y a un double équilibre, il y a même un triple équilibre à trouver. La première, c'est de dire attention, les enfants, en raison même de leur statut de vulnérabilité potentielle, on doit pouvoir mettre des mécanismes de protection à leur égard. La deuxième chose, c'est de dire attention, il y a toute une série de réponses qui coûtent finalement vachement moins cher, qui ont plein de victoires invisibles, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de mesurer. Et ça, c'est peut-être aussi un chantier à faire, c'est-à-dire essayer de mettre en place toute une série d'indicateurs qui permettent de mesurer l'impact qu'on a sur ces publics. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais que c'est un peu tabou encore dans le secteur social, mais moi j'ai toujours essayé de mesurer l'action parce que je me méfie de ma propre intuition. Parfois, on a le sentiment d'avoir une bonne idée, on a le sentiment que c'est par là qu'il faut aller, et à l'épreuve de la réalité, on se plante, ou à l'épreuve de l'intelligence collective, on se rend compte qu'on avait complètement tort. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre. Et je le dis souvent, moi, à titre personnel, je préfère être borgne qu'aveugle. C'est-à-dire, même si ce n'est pas parfait, même s'il faut être très prudent, il faut prendre toutes les précautions méthodologiques d'usage, il ne faut pas avoir peur de mesurer. Mais je crois beaucoup aux réponses préventives et j'espère que, idéalement, chaque département de la communauté française, des régions et même du fédéral devrait renforcer leur dialogue interdépartemental sur cette question de la prévention. On est, je pense, dans presque une confrontation frontale, je trouve, aujourd'hui, par rapport à des options mises sur la table, parfois par des acteurs étonnants. Hein. Donc, ça peut être par l'autorité publique, ça peut parfois être par des acteurs de terrain, peut-être désarçonnés par les moyens dont ils ne disposent pas, etc. Mais qui a quand même une tendance à aller vers une forme de criminalisation, en quelque sorte, du fonctionnement parental et par des formes administratives, juridiques d'accompagnement qui en fait voudraient figer et acter une fois pour toutes, en quelque sorte, le positionnement incapable, par exemple, de parents, mais aussi acter une fois pour toutes, en quelque sorte, qu'il serait légitime que, dans le fond, les acteurs qui travaillent dans le champ de l'aide à la jeunesse, mais dans le champ du social, dans le champ du contrôle social, dans le champ policier, etc., puissent finalement tout connaître en toute transparence par rapport, pas à n'importe quelle famille, évidemment. On sait bien quelles sont les familles qui sont rendues transparentes et quelles sont les familles qui peuvent rester dans la légitime protection de leur fonctionnement de vie privée, etc. Au bénéfice, dit-on, d'une protection de la société ou d'une protection des enfants, avec des réglementations des dispositifs qui vont faire pire et qui sont complètement contraire à ce qu'on évoquait en termes de prévention tout à l'heure, mais pire aussi en termes de perte de confiance, donc de familles, de jeunes, de personnes qui vont essayer d'échapper encore plus au système, et ça veut dire même aux bonnes aides et aux aides légitimes, et même à des droits, parce que ça va être dangereux de demander des droits. Ce sera de plus en plus dangereux, ça l'est déjà par certaines législations aujourd'hui. Aller solliciter un droit, parfois, ouvre une porte à une incompréhension d'une autre administration, ou à une interprétation, une lecture, une confrontation de textes, qui font que parfois les gens sont perdants d'avoir été sollicités un droit, ce qui les éloigne déjà. Mais ici, on a un ajout de couches qui serait de nature à encore réduire la liberté individuelle, l'intimité de la vie privée, mais aussi la compétence, donc toute la subjectivité de l'évaluation de la compétence, en la substituant et en la mettant dans des mains de professionnels qui deviendraient des espèces de censeurs de bons parents, pas bons parents, etc. Nous, ça nous met... on pense qu'on doit... allez, ça nous heurte frontalement. Les gens, ça les heurte frontalement. Et il y a une nécessité aujourd'hui de remettre ça en cause fondamentalement, de notre point de vue, du point de vue du réseau et des familles avec lesquelles on travaille.
et de s'y opposer. Après, ce n'est pas simple du tout de s'y opposer. On le voit bien dans ce rassemblement d'acteurs locaux où les acteurs d'aide à la jeunesse vont devoir participer avec toute la mise à mal d'un secret professionnel, toute la mise à mal de la confiance que les parents peuvent avoir, etc. Comment encore avoir confiance en un acteur qui va devoir obligatoirement participer? Alors, évidemment, on est de ceux qui espérons qu'il va se construire quelque chose qui fasse que le champ des professionnels va trouver une manière d'exister dans ce milieu en protégeant des choses, mais c'est des évolutions qui sont plus qu'inquiétantes. Je crois que pour que des recommandations soient efficaces, elles doivent être déjà bien mesurées. Je reviens là-dessus, mais par exemple, on est très actif dans l'institution sur la question migratoire. On a un groupe de travail dans lequel on ne prend pas de décision, mais on a l'Office des étrangers, on a le cabinet de la ministre de l'Asile et l'immigration, service des tutelles, le monde associatif, l'administration, etc. Nos homologues flamands, très important de faire des ponts avec le nord du pays, parce qu'il y a plein de combats qui sont communs. Et en fait, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que qui nous divisent. Et on échange de l'information. Et pour moi, c'est précieux d'avoir des informations qui soient justes, parce que si on veut être bon dans l'interpellation, on ne peut pas être approximatif. Donc, par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'il manque 1200 tuteurs ménages, je peux vous dire que le taux d'occupation en phase 1 chez FEDASID est à 38%, en phase 2 c'est 70%. Il y a 2 mois, c'était 70% de taux d'occupation, donc les choses fluctuent énormément de mois en mois. Donc la première chose, c'est de bien savoir de quoi on parle lorsqu'on interpelle. La deuxième chose, c'est aussi d'être attentif à ce contexte de rareté de ressources ou à la réalité politique à laquelle les décideurs sont confrontés. Parce que si on vient avec des demandes qui sont disproportionnées et que leur marge de manœuvre finalement ne permet pas de répondre à ça, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les revendications et la mobilisation, mais si on veut bouger les lignes, on doit tenir compte de ce contexte-là pour avoir des victoires qui soient des victoires intermédiaires. On n'obtient jamais, on passe jamais de A à Z. On est obligé de passer par B, par C, par D, par E, etc. Et moi, je crois beaucoup à ça, au changement par à-coup. Et il y a des victoires à obtenir. Donc, venir avec des recommandations qui soient objectives, valides, fiables, qui soient réalistes, et puis surtout être une force de proposition constructive, c'est-à-dire venir aussi avec des solutions. C'est important d'être solutionniste et de dire ok, voilà ce que nous pensons, et jamais oublier la finalité des institutions. Là aussi, je suis toujours très surpris quand je vois les réactions de certaines institutions, de certains services, qui oublient complètement leur finalité finalement par rapport aux services qu'ils sont censés rendre à la collectivité. Et alors, pas oublier les gens. Pas oublier les gens. J'ai été rendre visite donc, à des jeunes à la gare du Midi qui vivent dans la rue, des enfants. Dedans, il y avait un enfant de 9 ans. Tous sous assuétude. Et c'est important d'entendre leur récit. Parce que si on n'écoute que le monde associatif ou que les autorités politiques ou administratives, on a une vision très partielle. Tandis que les jeunes, en l'occurrence, mais c'est pareil pour les personnes qui vivent dans une situation de précarité, eux, ils sont dans le principe de réalité. Ils sont dans le principe de réalité et donc leur parole, elle est souvent beaucoup plus juste et beaucoup plus aiguisée et ils perçoivent toutes les failles du système avec une précision de chirurgien quasi. Et donc c'est important d'entendre ces récits-là parce qu'on sera plus fort dans l'action qu'on souhaite porter. On sera plus légitime aussi, mais on sera plus juste. Et donc la participation des publics qu'on souhaite défendre en ce qui concerne les enfants 0-18, mais comme j'ai une vision extensive, je vais bien au-delà, c'est important d'être leur porte-parole aussi. Peut-être je peux réagir sur parce que je suis vraiment d'accord en fait avec ce qui vient de se dire. Il y a un endroit où je pense qu'on n'est pas en désaccord, mais où il y a quand même il y a quelque chose à travailler avec les gouvernements tout en étant en effet dans une forme de réalisme par rapport aux moyens, aux ressources, etc., où il faut venir avec des solutions. Mais il y a quand même qu'il faut pousser les gouvernements à quand même choisir leurs priorités. On sait qu'ils doivent gérer un ensemble, mais quand il y a une dégradation aussi intense depuis aussi longtemps, pour toujours les mêmes catégories de population, on doit aussi pouvoir leur dire à un moment donné que malgré la compréhension des moyens, là, il y a peut-être un ordre de priorité quand on décide de gouverner, de qu'est-ce qu'on met à l'agenda, qu'est-ce qu'on décide de solutionner,
et où on va chercher les moyens financiers. Alors sans être basique et primaire, mais on sait que il y a plein d'argent qui échappe à l'enveloppe commune, j'ai envie de dire, à travers l'État, de toutes sortes de façons, par la fiscalité, par l'illégalité, etc., par la réduction des inégalités en termes de richesse, par la dégradation des conditions de travail, par exemple, là, qui sont les conditions, mais le niveau de salaire, le type de contrat, etc. Et là, je pense qu'il faut imposer dans nos gouvernements, à travers notamment, sans dire que c'est la grande solution, mais les moments où on dialogue sur des plans de réduction des inégalités, sur des plans divers, il n'y a pas que ceux-là, aux différents niveaux de pouvoir, refuser qu'ils rangent la pauvreté et les difficultés qu'on vient d'évoquer et les réalités dramatiques qu'on évoque des jeunes, etc., refuser qu'ils continuent à les ranger dans la case du social qui sera traitée comme une poche coûteuse après qu'on se soit occupé des politiques sérieuses, j'ai envie de dire, pour ceux qui pensent que c'est comme ça, mais dire, mais non, c'est les politiques sérieuses qui sont parfois à l'origine du problème ou non contributives dans, dans le combat par rapport au problème, qui si d'ailleurs, s'il était résolu, souvent coûterait bien moins cher à l'État. Et ça, je pense qu'il y a quand même un devoir aussi de transformation de la vision de la gestion de la société et de l'articulation entre les différentes politiques publiques. À un moment donné, résoudre des problèmes comme ceux-là, résoudre des problèmes des inégalités, de la pauvreté, c'est avoir le droit d'être autour de la table pour parler du budget des finances, pour parler... Et ça je pense que là, c'est vraiment important aussi. C'est pas du tout contradictoire, mais c'est complémentaire. J'allais dire, il n'y a pas de point de divergence du tout là-dessus. Et tu as raison de rappeler ça parce que je lisais dernièrement les derniers chiffres sur l'évasion fiscale. Donc ce n'est pas la fraude fiscale, c'est toute l'ingénierie qui existe. Et on est à plusieurs centaines de milliards par an que ça coûte à la collectivité en Belgique. Et la fraude sociale, on est à 375 millions. Donc voilà, en termes d'échelle, il n'y a pas... Donc ce sont des choix politiques, tu as raison. C'est pas facile de dire que c'est facile, moi, ça, non. Mais par contre, avoir la volonté de dire on met ça à l'agenda, on se donne les moyens de mettre ça à l'agenda. Comment dote-t-on nos administrations de pouvoir travailler là-dessus? Comment dote-t-on, etc. Et là, on verrait que dans le fond, la prévention, qu'est-ce que ça représenterait comme budget de l'investir complètement pour pouvoir réduire ce qui est curatif, insatisfaisant, sans dire qu'il faut tout éliminer, etc. On serait probablement étonné, et dans des analyses et études, ça serait bien éclairant, à mon avis, d'étudier ça aussi. Je trouve que lorsqu'on est confronté à l'urgence, à des situations de crise profonde, souvent d'ailleurs on a le réflexe préventif. Le réflexe préventif, il vient quand on est au pied du mur. C'est assez paradoxal, on a vu avec la crise Covid, le Covid est arrivé, comment on a essayé d'endiguer le phénomène par des politiques de prévention, certes sanitaires, mais c'était des politiques de prévention, c'était le port du masque, c'était la vaccination, c'était tous des mécanismes qui ont été mis en place. Et donc je suis toujours très surpris par ça, c'est que chaque fois qu'il y a des situations d'urgence, on va vers la prévention, mais on ne le fait pas naturellement. Et ce terme-là, il est tellement présent. Si on écoute n'importe quel discours politique, on parle de prévention. Et d'ailleurs, on le met à toutes les sauces. On parle même de détention préventive. Le mot prévention, c'est peut-être le mot qui est le plus fréquent dans un discours politique. Et quand on voit les moyens qui sont octroyés au secteur de la prévention, et d'une prévention qui est une prévention, non pas une prévention qui est là pour contrôler, mais une prévention qui est là pour agir sur les institutions et sur l'environnement social, ben c'est pas grand-chose en fait.